Intéressant toutefois à souligner entre les deux, c'est qu'on pourrait penser que être actif sur les réseaux sociaux, ça a plus de risques. Genre, la personne elle doit se comparer aux autres, elle crée plus une image d'elle-même, etc. Mais c'est l'inverse. Les usagers passifs vont plus souffrir des réseaux sociaux que les usagers actifs parce qu'eux vont plus se comparer aux autres. Sandrine. Salut Laetitia. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la cyberdépendance et pour jaser de ce sujet-là, on va avoir 2 épisodes de podcast. Donc cette saison, on va faire ça à quelques répétitions, mais voilà, aujourd'hui on est juste nous deux pour parler de la cyberdépendance, mais dans 2 semaines, il va y avoir un prochain épisode avec une invitée qui est vraiment une spécialiste là, en cyberdépendance. Donc, on trouvait ça intéressant de faire un épisode juste nous deux, mais aussi d'avoir un invité pour ajouter de la dynamique, puis aussi pour avoir vraiment un peu une vision extérieure aussi. Surtout que, en fait, moi, j'ai jamais eu des consultations en cyberdépendance et même si toi, tu travailles là, en dépendance, ça n'allait pas non plus à donner spécifiquement pour la cyberdépendance. Donc, ça commence comme ça, notre petite introduction pour vous dire qu'on va avoir 2 épisodes sur ce sujet. Ben oui, on est vraiment chanceux là-dessus. Puis l'épisode d'aujourd'hui va vraiment servir à venir mettre les bases. Je sais que dans la saison 1, on a eu un épisode sur les écrans et notre rapport à la technologie, les réseaux sociaux. Mais la cyberdépendance, on en parle comme beaucoup ces temps-ci avec la question, tu sais, de l'interdiction des cellulaires dans les écoles. Ouais. Il y a là beaucoup l'argument qui sort, ben c'est pour la cyberdépendance, mais OK, mais c'est quoi? Est-ce qu'on sait? Tu sais, quand on réagit à cette nouvelle-là, il faut prendre le temps de se questionner, c'est quoi la cyberdépendance? Est-ce que c'est vraiment ça qui est un enjeu actuellement chez les jeunes? Ouais. Est-ce que les vieux souffrent de cyberdépendance aussi? Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, puis je te laisserai peut-être pour commencer, Sandrine, faire un petit historique de la notion de la cyberdépendance. Oui, ben en fait, je vais commencer par parler un peu plus d'Internet. Pour mettre en perspective tout ça. Tout d'abord, la création d'Internet, elle va prendre racine dans les années 60. Okay. Donc, ça fait déjà, là, on parle quand même de environ 60-65 ans, où on va commencer à rêver à la notion de réseau informatique, un réseau qui permettrait aux ordinateurs de communiquer entre eux. En 1969, on a la création d'ARPANET, ARPANET, le premier réseau à transfert de paquets de données qui va être conçu aux États-Unis. Puis sa première démonstration officielle, elle, va remonter à 1972. En 1971, on a l'envoi du premier courriel. Ouh. Il y en a eu beaucoup d'autres depuis, on s'entend. Et le mot Internet, lui, pour sa part, sera adopté en 1983. C'est quand même... ça fait pas tant longtemps. Non? J'ai l'impression qu'Internet, tu sais, on est quand même né dans cette génération-là on est né avec Internet, tu sais, sans que ça soit autant présent que la génération d'aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que pour moi, ça fait super longtemps, mais si on calcule ça, ça fait pas tant longtemps que ça, là. Ah, c'est super récent dans l'histoire du monde, puis pour revenir au petit historique, là, puis après on en parlera un petit peu plus de l'impact un peu de la récence, là. Mais en 1984, 1000 ordinateurs sont connectés et en 1989, on en comptera plutôt 100 000. Donc en peine 5 ans, là, ça a vraiment été exponentiel. 5 ans. Oui, en peine 5 ans. Ouais. Exponentiel. En 1990, ARPANET disparaît et est remplacé par l'Internet. Ça passe donc d'une gestion dite militaire à civile, parce qu'avant ça, ARPANET était plus militaire. OK. Et en 2021, ce n'est pas moins que 4,6 milliards d'ordinateurs qui sont connectés. Quand même, 4,6 milliards. Oui, c'est énorme. Ouais, puis c'est drôle, tu dis ça, pas c'est drôle, là, mais comme, on dirait quand j'entends le 4,6, je me dis c'est tellement beaucoup, mais c'est drôle parce que tu dis ça, 4,6 milliards, puis là, je nous observe présentement, puis tu sais, notre podcast, on le filme, puis nos notes sont sur un ordinateur, là. Exactement, c'est ça. Donc, ouais, on peut pas... de toute façon, on va le voir, la cyberdépendance, le but, c'est pas que tout le monde arrête d'être sur les technologies. Les technologies ont amené des choses qui n'auraient jamais été concevables avant, puis vraiment exponentielles. Ceci étant dit, pourquoi je fais un petit historique de l'histoire d'Internet, c'est que dès le début,
plusieurs scientifiques ont sonné l'alarme sur quoi ça pouvait engendrer des troubles, Internet. Dès le début, dès les années 60. Puis ça, c'est pas juste par la peur de nouveautés, c'est vraiment parce qu'ils voyaient comme le potentiel, à la limite, un peu comme de problématiques, de troubles derrière ces nouvelles technologies-là. Ben, là, on parle un peu, c'est ça, tu sais, Internet, et cyberdépendance, mais comment on peut dessiner la ligne entre cyberdépendance et usage problématique d'Internet? Parce que il y a quand même une différence. L'usage problématique d'Internet, dans le fond, ça va se définir comme une utilisation d'Internet qui crée des difficultés chez la personne. On va observer, par exemple, des difficultés en lien avec la relation, avec les autres personnes. Ça peut aussi être que la personne, c'est comme l'objet d'Internet, c'est comme très, très, très important pour lui, comme un peu je veux pas dire son porte-bonheur, là, mais tu sais, qui est toujours présent, que s'il l'a pas avec, l'anxiété. C'est un peu comme la doudou pour un enfant, là. Exactement. Les types, dans le fond, des activités les plus fréquentes, on a les types d'activités sexuelles en ligne, on peut aussi avoir des transactions en ligne. Ensuite, la cyber-relation. On a aussi la recherche de l'information, puis les jeux en ligne. Là, juste avant, j'ai parlé un petit peu plus de l'usage problématique d'Internet, mais qu'est-ce qui est important à spécifier, c'est que la cyberdépendance, il va vraiment avoir des critères pour dire qu'on a une cyberdépendance. Donc, ça va pouvoir être évalué par un professionnel là, dans ce domaine. Puis, je vais te laisser mettre la petite... je sais pas comment dire, là, petite nuance un peu. Oui, par rapport à savoir est-ce qu'on peut être diagnostiqué ou pas en lien avec ça. Le truc avec la cyberdépendance, c'est comme on le disait, c'est très récent l'avènement des nouvelles technologies et d'Internet. Et tout ce qui est habituellement comme réglementation, tout ça, c'est vraiment plus lent. Oui. Ça fait donc en sorte que le DSM, donc le manuel de diagnostic de santé mentale en Amérique, et le CIM, c'est-à-dire là, l'équivalent mais européen, aucun des deux ne reconnaît encore tant que ça la cyberdépendance comme un diagnostic. C'est pas un diagnostic comme exemple anxiété. Là. C'est ça. Ou tu sais, le CIM commence à le reconnaître, mais va vraiment juste parler des jeux vidéo. Tandis que, comme tu viens de le nommer, là, il y a 5 différentes utilisations d'Internet qui vont être problématiques et les jeux vidéo ne sont pas les 5. C'est juste un de ceux-là. Donc, c'est super important de vraiment comme décortiquer, puis ça n'a pas besoin d'être un diagnostic pour qu'actuellement ça soit reconnu puis que on reçoive de l'aide. Par exemple, à la ressource où je travaille, là, au Centre de réadaptation indépendance du CIS du Saint-Laurent, ça fait partie de notre gamme de services, la cyberdépendance. Mais malheureusement, je passe à des centres de thérapie pour dépendance au pluriel où la cyberdépendance n'en font pas encore partie. C'est là qu'on voit, vu que c'est quand même, comme tu as dit, dans la nouveauté, on n'est pas encore rendu là. On n'est pas encore rendu là, c'est ça. Ça nous échappe un petit peu, puis c'est exponentiel à quel point ça va vite. Oui, c'est plus anormal pour quelqu'un de ne pas avoir de cellulaire, de téléphone intelligent que d'en avoir un. Puis je m'en souviens qu'au début de... Tu sais, je dirais, mettons, secondaire 1. Moi, quand j'étais en secondaire 1, c'est pas tout le monde qui avait un cellulaire. Puis, dès que j'étais en secondaire 3, tout le monde en secondaire 1 avait un cellulaire. En seulement 3 ans, la rapidité, puis c'est ça qu'on voit aussi avec, comme tout avec la technologie, c'est que ça va tellement rapidement que ça va vite, là. Ça avance vraiment vite, puis la cyberdépendance peut arriver très rapidement parce que la technologie, c'est très rapide. C'est ça, exactement. Les deux sont corrélés. Oui. On va prendre un petit moment pour définir un petit peu plus les différents types d'usages d'Internet qui peuvent être à risque. Que j'ai nommé... Pourquoi sont à risque, Parce que je t'ai vraiment coupé. Ben non. Donc, les activités sexuelles en ligne, on va en distinguer 2 types principaux, c'est-à-dire le cybersexe et la cyberpornographie. Tout d'abord, le cybersexe, c'est la recherche de relations sexuelles en passant par les nouvelles technologies. Donc, je sais pas moi, si tu utilises ton téléphone, des applications de rencontre pour trouver ton prochain partenaire sexuel, ben ça serait considéré comme du cybersexe. Ou par exemple, que tu passes par, je sais pas moi, je sais qu'il existe des sites là, où 2 personnes vont se dénuder en même temps, chacun de leur bord, ben ça serait de la cybersexualité. C'est quand que ça devient problématique?
Oui, ben en fait, là, ça va devenir problématique quand on va privilégier les activités sexuelles en ligne à celles en présence. Donc, par exemple, quelqu'un qui éviterait à tout prix d'avoir des relations sexuelles en présence, mais qui va juste le faire via son ordinateur. Donc, c'est quand ça menace au niveau de sa vie sexuelle là, en présentiel. Ensuite, la cyberpornographie, ben, ça l'indique dans le nom, c'est la pornographie qu'on va retrouver en ligne. Donc, que ce soit l'échange, l'achat, le visionnement ou même le téléchargement de pornographie en ligne. Puis, pour sa part, ça va devenir problématique quand il va y avoir une escalade dans les stimuli qui sont recherchés. C'est-à-dire que la personne aurait besoin que ça devienne de plus en plus hardcore ou que ça devienne de plus en plus intense ou spécifique pour procurer le même niveau d'excitation. Parce que c'est pas nécessairement comme naturel pour la personne d'avoir accès à autant de stimuli sexuels. Exactement. Puis facilement. Le mot naturel, je pense qu'il est vraiment pertinent. Puis j'écoute beaucoup là, de podcasts par des sexologues qui ont parlé de ça, que plus, en fait, il va y avoir de la cyberpornographie ou qu'on écoute plus ça, mais ça va faire en sorte que souvent, rapidement, on va vouloir plus. Et là, ça va devenir de plus en plus intense, mais c'est que ce n'est pas naturel. C'est ça, exact. Puis comme une manière de cerner si quelqu'un, ça devient comme, tu sais, parce qu'on va le voir, là, la cyberdépendance, c'est pas juste le fait d'en consommer beaucoup, d'être souvent sur les internets, ça va être des impacts, mais comme par exemple, une manière de cerner qu'une personne a des impacts négatifs sur sa consommation de cyberpornographie, c'est, ça serait par exemple qu'elle n'ait plus de réaction physiologique au visionnement de la pornographie. Tu sais, ça sera plus dans un... tu sais, physiquement, elle ne ressentira plus rien, mais elle va ressentir une dépendance psychologique. Le besoin d'en écouter en continu. Puis là, ça arrive, là, j'ai des collègues, moi, le travail, là, que, par exemple, rendaient visite à domicile à un individu, puis l'individu gardait la pornographie allumée, sa cyberpornographie allumée durant toute la rencontre. Tu sais, c'est très inadapté de faire ça ainsi, mais ça démontre une dépendance à ce moment-là. Puis, 100%. Puis, tu sais, on parlait aussi comme l'escalade dans les stimuli qui sont recherchés. Ça se peut aussi que ça amène, puis sans nécessairement y accorder une valeur morale ou quoi que ce soit, là, à la paraphilie, c'est-à-dire aux désirs sexuels qui sont jugés comme anormaux. Ben, il y a des gens tout de même qui vont souffrir d'avoir des paraphilies, d'avoir des désirs sexuels spécifiques. Puis je veux préciser pour ces gens-là qu'il existe une ressource pour les aider là-dedans, pour ceux qui sont pris avec des fantasmes sexuels qui sont socialement inacceptables, que ça les ferait souffrir, c'est le CIDS, le Centre d'intervention en délinquance sexuelle. Je pense qu'ils sont situés à Québec, si je ne me trompe pas. Mais il faudrait au pire le valider. Mais ils sont disponibles en ligne. Je pense qu'ils ont une ligne d'écoute aussi. Donc, si vous voulez aller rechercher, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui pourrait en souffrir, ben il existe des ressources pour en parler avec des professionnels. Oui. Puis ensuite, on a les transactions en ligne. Ouais. Dans le fond, ça va comprendre le magasinage en ligne, les enchères en ligne. Ensuite, plus c'est ça, en lien avec les risques. Par exemple, s'il y a le pré-enregistrement de sa carte de crédit en ligne, donc ça devient un risque. Parce que vite, on perd la notion de ce qu'on dépense, là. Oui. Hey, pour l'anecdote, là, quand j'étais jeune, j'utilisais le iPad de mes parents, puis, ben, de la famille, en fait. Puis dessus, tu sais, il y avait enregistré, tu sais, justement, la carte de crédit. Puis moi, je m'étais acheté une carte, tu sais, d'argent comme prépayée pour, tu sais, me télécharger la musique, puis tout ça. Sauf que je savais pas qu'une fois que la carte était dépassée, ça allait sur la carte de crédit. J'ai dépensé pour 180 $ de la carte de crédit de mes parents. Non. À cause de ça. Mais justement, tu sais, parce que j'étais un enfant, je comprenais pas ces notions-là. Ouais. Mais même sans être un enfant, tu peux vite perdre cette notion-là, puis comme y aller, genre... Puis en plus, une carte de crédit, c'est l'argent que tu ne possèdes pas. Tu peux vite dépenser puis t'endetter facilement comme ça. C'est un gros risque. 100%. Dans les risques aussi, il y a la dématérialisation de l'argent. C'est ça, on a la spéculation boursière qui va être en fait, faire de la bourse, donc de mettre de l'argent. Ouais, dans l'optique, mettons, de rentabiliser, tu sais, que le coût des actions augmente et tout. Exactement. Puis, ce qui est intéressant par rapport aux spéculations boursières, d'ailleurs, c'est que tu as un rapport au risque et tu as les mêmes patterns que dans le jeu de hasard et d'argent. Tu sais, c'est de la spéculation. Oui, exactement.
Donc, même si tu peux développer des compétences pour comprendre comment la bourse fonctionne, puis là, en plus, c'est hyper populaire, là, tu sais, faut apprendre à investir, le Bitcoin, ces affaires-là, ben, ça reste que tu peux t'insensibiliser aux jeux de hasard et d'argent et te développer en parallèle une dépendance à ce niveau-là. 100%. Je te laisserai maintenant parler de la cyber-relation. Oui, les cyber-relations, en fait, c'est tout simple. C'est des relations qui vont être créées ou maintenues par le biais d'Internet et des nouvelles technologies. Par exemple, les sites de rencontres, les réseaux sociaux, les textos, les courriels. Donc, c'est comment on entretient des liens avec les autres, soit qu'ils soient créés ou maintenus par les réseaux par Internet. Ce qui est intéressant par rapport à ça, d'ailleurs, c'est qu'on peut distinguer deux types d'usages. Deux types d'usagers au niveau des réseaux sociaux. On a les usagers passifs. Donc ça, c'est quelqu'un qui interagit pas beaucoup, crée pas de contenu, qui va, tu sais, scroller, regarder qu'est-ce que les autres publient, tout ça. Puis, on a les usagers actifs. Donc, ceux qui vont publier du contenu, interagir, laisser des commentaires, ces affaires-là. Ce qui est intéressant, toutefois, à souligner entre les deux, c'est qu'on pourrait penser que être actif sur les réseaux sociaux, ça a plus de risques. Genre, la personne, elle doit se comparer aux autres, elle crée plus une image d'elle-même, etc. Mais c'est l'inverse. Les usagers passifs vont plus souffrir des réseaux sociaux que les usagers actifs parce qu'eux vont plus se comparer aux autres. Ils vont avoir aussi plus de sentiments, augmentation du sentiment d'envie et de dépression. Tandis qu'au contraire, les usagers actifs vont avoir un meilleur bien-être et une réduction de la solitude. Ceci étant dit, il faut quand même souligner que le dévoilement de soi peut être à double tranchant. Oui, je pense qu'on le voit quand même beaucoup dernièrement avec... Mais c'est juste les personnes qui vont vraiment plus être sur les réseaux sociaux, tu sais, les créateurs de contenu, les influenceurs, qui nomment que la chose la plus difficile en étant sur les réseaux sociaux, c'est le dévoilement de soi. Exactement. Tu sais, c'est comme... en fait, c'est vraiment de bien choisir, puis on entend souvent la phrase « Mais croyez pas tout ce que vous voyez en ligne », mais comme le maintien de cette image-là numérique, de qu'est-ce qui est montrable, de qu'est-ce qui l'est pas, bien, ça nous enferme un petit peu là-dedans aussi, là. Oui, exactement. Je trouvais ça intéressant comme d'en parler. Puis, ce qui est bien aussi qu'on parlait hors caméra, là, encore une fois, c'est que on peut penser justement dans l'image de la cyberdépendance que c'est juste les jeux vidéo, mais tu sais, l'image de la cyberdépendance, là, je le vois beaucoup ces temps-ci, là, c'est des gens, par exemple, qui sont incapables de s'enlever des applications de rencontre une fois qu'ils sont rendus en couple. Pas par manque de fidélité, mais c'est parce que cette dépendance-là au fait comme d'avoir de nouveaux matchs, cette dépendance-là au fait de créer une nouvelle relation, de parler à de nouvelles personnes, etc. La dopamine que ça donne. Oui, la dopamine, l'impact sur l'estime de soi, bien, en tant que tel, ça va être une forme de cyberdépendance à ce moment-là. C'est intéressant. Plus que comme un enjeu nécessairement comme de fidélité, par exemple. Ensuite, on y va avec notre activité qui est la recherche d'informations. Oui. Les risques, en fait, c'est qu'il va y avoir la surcharge d'informations, donc une très grande quantité sur l'information. Puis, ça peut être une très grande quantité sur l'information, mais l'information va juste être, mettons, du même point de vue. Tu sais, il ne va pas avoir des points de vue différents. Puis ça, je sais qu'on en a déjà aussi parlé dans le dernier épisode, Oui, dans la saison 1, là, sur les écrans. Pas le dernier épisode, mais exactement sur l'épisode des écrans que... Par exemple, sur TikTok, tu vas avoir un algorithme. Donc, si tu écoutes une vidéo de je ne sais pas trop quoi, je dis n'importe quoi, il y a des jeux de société devant moi, d'un jeu de société que c'est vraiment le meilleur jeu de société, bien, l'algorithme va juste faire en sorte que tu vas revoir des vidéos des personnes qui ont le même point de vue. Tu vas pas avoir un point de vue contradictoire. Donc, c'est vraiment plus facile de s'en mêler un peu dans tout ça et de croire qu'est-ce qu'on voit parce qu'on se dit, j'ai vu 15 vidéos sur ça, mais c'est juste que l'algorithme fait en sorte que tu vas voir 15 vidéos du même point de vue et non 15 vidéos différentes. Donc ça, c'est quand même à faire attention. Puis aussi, les risques, c'est de simplement s'informer sur sur Internet. Ça va plus être de « OK, je vais aller m'informer en discutant avec d'autres personnes, je vais aller m'informer en lisant un livre. » Non, c'est que les personnes, le risque est de s'informer juste avec cette plateforme-là. Exactement, oui. Puis tu sais, on l'a pas spécifié, mais la recherche d'informations, en fait, c'est par exemple par des recherches Google, lire des articles, lire les nouvelles, tout ça. Tu sais, ça rentre dans les usages qui sont à risque. Souvent, les gens le sous-estiment et se disent « Mais non, mais il me semble que c'est inoffensif. »
c'est pas aussi inoffensif qu'on le pense. Oui, puis on le voit beaucoup aussi, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus, mais que la plupart pas des, ben, oui, les postes de TV, mais juste les journaux, là, souvent, ils vont avoir pas un parti pris, mais un peu comme une vision de c'est quoi leur valeur de base et tout. Donc, ils vont s'orienter vers là. Donc, c'est difficile de savoir est-ce qu'ils sont vraiment impartials ou pas, tu sais. Donc, ça aussi, ça peut être un des risques parce que la manière que l'article va être écrit, ben, ça va teinter sur comment que tu vas comprendre l'histoire, là. Donc, ouais. Vraiment. Ça fait pas mal le tour sur ça. Sinon, les jeux vidéo, ce qui est quand même une activité qu'on connaît, si tu veux en parler un petit peu plus. Oui, ben en fait, les jeux vidéo, tout d'abord, j'encouragerais les gens à questionner leurs préjugés sur les jeux vidéo. Tu sais, on a souvent comme une image assez péjorative, je trouve, des gens qui jouent aux jeux, tandis que ben, les études le rapportent, oui, ça peut créer de la cyberdépendance, des usages problématiques, mais les jeux vidéo peuvent aussi être utilisés comme des moyens comme super riches d'opportunités. Tu sais, que ce soit des jeux vidéo éducatifs, de désensibilisation. Je me rappelle quand j'étais en secondaire 3, j'avais un cours dans lequel j'avais appris qu'il y avait comme une liste de jeux vidéo qui étaient comme des simulations de métier. OK. Puis là, ben, tu sais, moi j'avais essayé donc un jeu vidéo genre en ligne que c'était une simulation de la réalité d'une personne migrante. Tu sais, t'as comme tout plein, c'est vraiment pas tout noir ou tout blanc, puis donc aussi de se questionner, est-ce que nos préjugés, ben ça aide ou ça nuit à la santé mentale des gamers, des gens qui jouent aux jeux vidéo? Puis on va peut-être se rendre compte que ce que ça fait, c'est que ça crée plus un fossé entre les gens qui jouent aux jeux vidéo et ceux qui n'y jouent pas. Puis que ce fossé-là, ben ça crée un cercle vicieux où ils ont l'impression que le seul cercle social qu'ils peuvent avoir, c'est en ligne. Ouais. Ben, s'ils se sentent rejetés par ceux qui sont l'univers non en ligne, ils vont encore plus se réfugier là-dedans. Donc, tu sais, les questionner, tout ça. Il y a plusieurs catégories aussi de jeux vidéo qui existent. On ne peut pas toutes les mettre dans le même panier. On va se pencher aujourd'hui uniquement sur 2 d'entre eux parce que c'est ceux qui sont les plus à risque pour la cyberdépendance. Tout d'abord, on a le jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, qui est aussi appelé MMO. Et on a le jeu en ligne gratuit, qui est aussi appelé plus communément le free-to-play. Donc, commençons avec le jeu en ligne massivement multijoueur, le MMO. Qu'est-ce que c'est? C'est que c'est des jeux où l'univers, avec comme une mission, l'univers existe en permanence. Il y a une grande accessibilité, il y a un sentiment d'immersion qui est très, très, très fort. On maximise le plaisir. Pour en nommer un exemple très concret, là, Fortnite. Oui. Fortnite est un exemple, puis tu sais, ça a été, moi je me rappelle, là, il y a quand même là, 7 ans, là, ça a commencé à être super populaire, là, tu avais les danses Fortnite, ces affaires-là, puis ben c'est ça, il est toujours accessible Fortnite. Tu peux toujours y jouer, puis c'est vraiment construit comme un jeu où, tu sais, t'as très, 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 mettons, à risque de développer une dépendance, toujours accessible, beaucoup, beaucoup de couleurs, des objectifs qui sont clairs, mais que tu peux toujours te dépasser encore plus. T'es full dans l'immersion quand tu y joues. Ça maximise le plaisir et l'attention. Tu sais, c'est un pic là, attentif, là, genre immense, là, comme hyper stimulant. Donc là, après, tout a l'air un peu beige. Il y a une recherche de high de pouvoir. Tu sais, avec les statistiques, tu sais, tu peux être le dernier joueur, tout ça. Il y a des grandes montées d'adrénaline aussi qu'on voit, puis de sensations fortes, là. Tu sais, des montées d'adrénaline, mais sans le danger normalement associé à ces montées d'adrénaline-là. Donc, c'est un jeu qui est comme vraiment un type de jeu, en fait, qui est à risque pour ça. Mais c'est que tout un peu les facteurs sont comme tout mis ensemble. C'est ça. Le free-to-play, pour sa part, c'est des jeux gratuits avec possibilité de microtransactions. Qu'est-ce qu'une microtransaction? C'est, en fait, là, par exemple, payer pour avoir des bonus qui nous aident plus facilement à monter de niveau, ou regarder, par exemple, des publicités, ces affaires-là. Puis c'est des petits montants, là. C'est des petits montants, mais là, tu sais, à mesure que tu le fais, tu normalises de plus en plus de mettre de l'argent dedans. Oui. Par exemple. Puis là, on pense à des populaires, genre Candy Crush. Tu sais, là, quand tu penses à un gamer, là, tu penses-tu à quelqu'un qui joue à Candy Crush? Non. Non. C'est drôle parce que mon beau-père, avant, là, il jouait toujours à Candy Crush, mais c'était comme
next level. Là. Moi, ça me faisait vraiment rire. Il fallait qu'il envoie aussi des invités. Pour avoir une vie de plus, maintenant, je pense qu'il envoyait une invitation sur Facebook de jouer à Candy Crush. Mais tu sais, c'était tellement banalisé à ce moment-là. Là. Oui, ben c'est ça, c'était banalisé, puis on le voit pas que ça peut... Oh, excuse-moi. C'est moi qui ai le pied. Donc, c'est ça. Ce qui est intéressant avec les free-to-play, c'est qu'il y a un marketing très, très, très vicieux pour augmenter le temps de jeu et les microtransactions. Pour eux, là, c'est gagnant. Plus on est longtemps dessus, puis plus qu'on va vouloir avancer dans les niveaux, là, plus qu'on va dépenser. Puis pour ça, il y a les monnaies qui sont acquises virtuellement, que ce soit par des tâches répétitives, des vidéos publicitaires ou en impliquant justement ses amis Facebook à y jouer. Donc, c'est toutes des manières, en fait, là, comme d'augmenter les profits. Puis c'est vraiment des stratégies qui sont vicieuses. Puis on va remarquer, c'est des jeux avec un visuel hyper attractif, là, des grosses couleurs, des bruits, des effets spéciaux quand tu remportes ton niveau, ces affaires-là. Là. C'est ça comme dans l'intensité aussi. Là. Fait que c'est ça, tu sais. Donc, c'est ça qui est intéressant parce que bien que ce n'est pas juste l'objet, mais vraiment la relation via l'objet qui crée la dépendance, certains objets vont vraiment plus jouer pour être addictifs. Puis dans la notion des jeux vidéo, les MMO et les free-to-play sont des exemples parfaits de ça qui utilisent des grosses stratégies pour les rendre addictives, justement. Oui. Puis parlant d'addiction, justement, tu sais, on n'a pas fait d'épisode là-dessus encore, puis on n'en a même pas parlé dans celui-là sur la consommation, mais les jeux de hasard et d'argent, ou comme on appelle le gambling, ça se peut-tu qu'il y ait un petit lien avec les jeux vidéo? Oui, en fait, ça va être l'utilisation de techniques marketing du gambling pour rendre attrayant le jeu vidéo. Donc, il va comme avoir des petits jeux de hasard. Ça va favoriser aussi les microtransactions, placer des paris. Donc, c'est toutes des choses qu'on ne va pas nécessairement se rendre compte qui va avoir la place aux jeux de hasard et d'argent, mais qu'en fin de compte, oui, il va l'avoir. Donc, ça va comme un peu normaliser. Puis, tu sais, de plus en plus, que si tu es dans un bas âge et que dans tes jeux vidéo, tu as accès à ça, c'est comme ça va normaliser le fait d'utiliser des jeux de hasard et d'argent. Selon une étude en 2016, 54 des 100 jeux les plus populaires sur Facebook avaient des contenus liés aux jeux d'argent et aux jeux d'hasard et d'argent. Mais ça, sans que c'était déclaré. Ah, c'est fou! Fait que c'est comme s'ils passaient à côté des réglementations des jeux de hasard et d'argent parce que c'est pas déclaré, mais ils utilisent quand même les mêmes patterns pour le rendre addictif. 100%. Ah! Puis tu vois, ça, comme moi, je savais même pas, là. Donc, je pense que des fois, on peut avoir l'impression, hey, moi, j'ai jamais utilisé ou j'ai jamais... c'est ça, j'ai jamais utilisé des jeux d'hasard et d'argent, mais en réalité... à microdose, tu sais, mais microdose plusieurs fois, ça expose. Exactement. OK, intéressant. Ouais. Puis, pour que ça soit une dépendance, Sandrine, c'est quoi qu'il faut, tu sais? Oui, parce que tu en as parlé brièvement tantôt, tu sais quoi la différence entre un usage problématique d'Internet et la cyberdépendance. Dans le fond, pour être considéré comme une dépendance, ça doit remplir les 6 critères que pour une dépendance à une substance, c'est-à-dire, la prédominance. Donc, à quel point c'est central dans ta vie, c'est le plus important, ta relation avec l'univers électronique, en quelque sorte, l'Internet. Ensuite, il y a la modification de l'humeur. Ça a-tu un impact sur comment tu te sens? T'es-tu plus irritable quand tu peux pas jouer? Est-ce que ça te crée des accès de colère quand on te remet en question, tout ça? Est-ce que ça te rend plus déprimé? Ensuite, il y a la notion de tolérance. Puis tolérance, je peux même en parler tout de suite. Oui, vas-y. C'est pas juste, en fait, d'augmenter son nombre d'heures d'écran pour avoir le même plaisir. Ça peut être simplement de améliorer son matériel, donc avoir un ordinateur plus récent, un téléphone plus récent, avoir des logiciels plus performants, ces affaires-là. Donc tout ça peut rentrer dans la question de tolérance. Il y a aussi ressentir les symptômes de manque. Donc, par exemple, un sentiment de vide intérieur quand on n'a pas son téléphone avec soi ou quand on n'a pas accès à ses écrans. L'aspect aussi d'avoir des conflits, donc c'est la création de conflits au niveau peut-être pas familial ou des relations. Puis aussi le fait, la rechute. Tu sais, puis quand on dit rechute, c'est que tu tentes des fois de limiter ton temps d'écran, mais c'est plus fort que toi de revenir là-dessus. Tout ça, ça peut être des symptômes que tu as une dépendance. Puis pourquoi il va y avoir des personnes qui vont
devenir dépendant, puis il y en a d'autres que non? Oui, bien, bonne question. En fait, là, c'est simplement l'interaction entre les facteurs de risque, les facteurs de protection, les déclencheurs et les facteurs de maintien. On va en parler un peu plus tantôt, des facteurs de risque et des facteurs de protection. Mais, par exemple, pour les déclencheurs, on observe une corrélation entre le plaisir ressenti lors de la première utilisation et le développement d'une dépendance. C'est-à-dire que quelqu'un qui, sa première fois, par exemple, à jouer à un jeu vidéo, et qui a vraiment beaucoup de plaisir, cette personne-là, ça va souvent déclencher une cyberdépendance à ce moment-là. Aussi, pour le maintien, la gratification immédiate ainsi que l'évitement plutôt des sensations désagréables jouent des rôles importants. Ça crée vraiment un cercle vicieux comme beaucoup de dépendances, c'est-à-dire qu'on va utiliser nos technologies, les écrans, pour fuir des sentiments désagréables. Par exemple, des fois, le sentiment désagréable, ça peut simplement être de l'ennui. Ça, c'est très normalisé, hein? On se désennuie en étant sur son téléphone, par exemple. Ben oui, comment être personnes dans une salle d'attente maintenant vont être sur leur téléphone comparativement à avant. Mais avant, il y avait des magazines dans les salles d'attente, là, il n'y en a plus. Oui, ben c'est sûr. Mais c'est ça, avant, les personnes se désennuyaient en étant sur un magazine. Exactement. Mais bref, ça fait un cercle vicieux parce que c'est ça, la personne va fuir quelque chose de négatif ou va plutôt rechercher un sentiment positif à travers son utilisation d'Internet. Ensuite, comme on le voyait, quand ça devient une dépendance, ça peut créer des conflits, des problèmes. Donc, on va tenter à nouveau de fuir les sentiments négatifs occasionnés par sa relation problématique via cette relation avec les écrans. Donc, voilà. Oui. Puis ça ressemble à quoi les symptômes, justement? Tu sais, j'ai parlé un petit peu de, pour être considéré comme une dépendance, ça doit être... Qu'est-ce qu'on doit retrouver, mais les symptômes d'une cyberdépendance. Bien, si on commence avec les symptômes psychologiques, comme tu as nommé un peu tantôt, il peut y avoir le sentiment de soulagement, aussi d'euphorie, ça on en a quand même beaucoup parlé, là, le fait de... Le high. Oui, exactement. Ensuite, le bien-être, tu sais, de juste se sentir bien quand on fait une des activités qu'on a parlé tantôt. L'anticipation positive des prochaines expériences de jeu. On peut aussi avoir le sentiment de vide, dans l'anxiété, sentiment de dépression, irritabilité, culpabilité, on a honte aussi. Ça peut aussi être, ce qui est très important, je trouve quand même pertinent à nommer, qu'on peut parfois oublier, mais c'est la perte d'intérêt et du temps consacré aux autres activités. Donc, par exemple, avant, si on fait un exemple avec les jeux vidéo, tu sais, tu revenais de l'école, tu allais faire ton jeu vidéo jusqu'à 5 heures, puis après, tu allais préparer le souper avec ta mère, puis ensuite, tu allais jouer dehors avec tes amis. Mais là, ça peut être que maintenant, tu ne vas plus prendre le temps d'aller jouer dehors avec tes amis, tu vas juste gamer toute la soirée. Ça peut être un exemple. Si on est même un petit peu plus intense, ça peut avoir des répercussions comme la perte d'un emploi, l'isolement social. Puis si on y va avec des symptômes plus physiologiques, donc le syndrome du canal carpien, la sécheresse des yeux, les maux de tête, des migraines chroniques, douleurs aussi au dos, l'alimentation irrégulière. Je sais qu'on a peut-être un peu des fois l'idée que quand une personne va être vraiment concentrée sur une activité en lien avec Internet et tout, ils vont comme oublier de manger, oublier ses besoins de base. L'insomnie aussi, soit que simplement ça t'empêche de dormir ou que tu décides de ne pas dormir par cause d'utiliser une des activités qu'on a parlé tantôt. Exactement. Super intéressant. Merci Laetitia. Ça fait plaisir. Puis ça, on y va un petit peu plus là, dans les infos comme pratiques. Genre la prévalence au Québec. Oui, la prévalence au Québec, ça ressemble à quoi? Mon Dieu, c'est drôle que tu me demandes si c'est écrit dans mes notes. Ça ressemble à quoi, Sandrine? Dans le fond, là, c'est intéressant à dire, c'est que les études sont quand même assez récentes, puis ils ont de la misère à s'entendre. Mais selon une étude, ça toucherait 1,4% des adolescents en milieu scolaire qui passeraient entre 40 et 60 heures par semaine sur les jeux vidéo. Donc, le dire, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a une cyberdépendance. Là, on parle juste du nombre d'heures sur les écrans. Puis là, en ce cas-là, c'est sur les jeux vidéo. 40 à 60 heures. C'est... Normalement, le monde travaille 35 à 40 heures semaine. Là. C'est quand même très élevé. C'est très élevé, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une cyberdépendance. Puis là, c'est pas tous les types de cyberdépendance qui ont été étudiés. Ce que je trouvais toutefois intéressant à préciser, c'est le rapport culturel à ça. Donc, au Québec, c'est 1,4%.
mais en Asie, par exemple, c'est plus entre 8 et 10 des jeunes en milieu scolaire. Fait que la culture a quand même un lien, puis tu sais, on en parle souvent dans l'environnement dans lequel tu es, ça va avoir un lien. Oui, l'aspect culturel, à quel point c'est normalisé et tout ça. Voilà. J'ai parlé brièvement un peu des facteurs de risque, des facteurs de protection, en disant que c'était ça qui venait faire en sorte qu'une personne allait être plus sujette à développer une cyberdépendance. Tu veux-tu peut-être me parler un peu plus de c'est quoi les facteurs de risque, Laetitia? Si on va avec les facteurs de risque plus psychopathologiques, donc ça peut être la dépression, l'anxiété, les personnes qui vivent avec un TDAH. Sinon, les conditions plus inadaptées, on va avoir les personnes qui ont plus confiance en eux quand ils vont être en ligne que comparativement à comme la vie générale réelle, là, qui n'est pas sur Internet. Aussi, faible stabilité émotionnelle. On peut avoir une forte tendance comme à vivre des émotions négatives. Oui, ce qu'on appelle le névrotisme, d'ailleurs. Exactement. Tu l'as nommé pour être sûr que je ne magane pas le mot. Ça me fait rire. Ensuite, ça va être rendu un petit inside dans cette saison. J'ai de la difficulté avec des mots assez spéciaux. Ensuite, on peut avoir l'agressivité, la recherche de nouveautés, puis la gratification immédiate. C'est de vraiment sentir qu'on est comme heureux, on est bien, vraiment intensément sur le moment. Un faible contrôle de soi, puis on peut en avoir d'autres, là, mais ouais. Oui, puis ce qui est intéressant à noter dans tout ça, c'est qu'on constate que c'est les mêmes facteurs de risque que pour un trouble d'usage de substance, c'est-à-dire une dépendance à une substance. Ouais. Donc, il n'y a rien de nouveau, tu sais, contrairement, je sais pas moi, à de l'alcoolisme ou quoi que ce soit là-dessus. Ouais. Exactement, on retrouve, c'est ça, les mêmes facteurs de risque. Si on va plus dans les facteurs de protection, parce que tu en as parlé un petit peu tantôt, on va avoir l'extraversion, ensuite les attitudes consciencieuses et l'agréabilité. Donc ça, c'est comme avoir confiance en soi, l'altruisme, modestie, sensibilité. On a aussi les relations familiales positives. Donc ça va tout être des facteurs de protection. Puis là aussi, on a relations familiales positives, mais ça peut être aussi des relations avec nos proches, là, de sentir qu'on peut se confier, qu'on peut faire des activités là, avec d'autres personnes. C'est quelques des facteurs de protection qu'on peut avoir. Donc, ça a quand même un lien aussi à savoir pourquoi une personne pourrait être plus dépendante et l'autre moins. Mais peut-être qu'une certaine personne va avoir moins de ces facteurs de protection-là. Oui, vraiment. Ensuite, si on parle un peu plus spécifiquement au niveau des jeunes, des conséquences qu'on observe, ce qui est intéressant, c'est que selon une enquête menée par la Direction régionale de la santé publique de Montréal en 2017, fait que c'est quand même récent. Là. C'est quand même assez récent. Ils ont évalué, en fait, l'association entre le temps d'écran de loisirs, donc pas, mettons, pour faire des devoirs ou quoi que ce soit, le temps d'écran de loisirs chez les élèves de 6e année à Montréal et différents indicateurs de santé et de la qualité de vie. On remarquait que tous les indicateurs que je vais nommer là sont en augmentation, certains plus que d'autres, plus le temps d'écran de loisirs par jour augmente. C'est quand même... Ouais. Donc, je vais donner un exemple. Pour les 18% des jeunes qui passaient moins de 2 heures par jour de loisirs sur les écrans avaient un sommeil insuffisant, c'est-à-dire moins de 9 heures de sommeil par nuit. Mais chez les jeunes qui passaient plus de 4 heures par jour, ça monterait à 41%. Puis le premier, c'était combien de pourcentage? 18. Quand même, donc, ça passe du simple au double dans ce cas-là. Puis tu vois, petite anecdote, moi quand j'étais au secondaire, j'avais vraiment de la difficulté à dormir, à m'endormir en fait. Puis une fois, ma tante m'avait juste dit comme « Mais tu pourrais peut-être essayer de diminuer ton temps d'écran avant de dormir. » Puis j'étais tellement rendue tannée de plus dormir que je me suis dit j'allais l'essayer. Et depuis ce jour, mon sommeil a tellement c'est fou. été modifié d'une bonne manière, dans le sens que pour moi, c'est rendu facile, là, 2 heures avant d'aller me coucher, je ne vais pas être sur mon cell à scroller et tout. À part répondre à un petit message vite, juste pour dire que je réponds, ça impacte vraiment mieux mon sommeil, mais on peut voir quand même le lien, puis moi, je suis certaine que c'était une des causes, là. Sans doute, ben oui, tu sais, c'est tellement une recommandation qui fait souvent de plus faire de temps d'écran avant, mais là, c'est pas nécessairement le fait qu'ils en font avant, mais juste en journée, c'est ça, en général. Au niveau de la mauvaise santé générale perçue,
chez ceux qui vont faire, les enfants qui vont faire moins de 2 heures d'écran de loisirs par jour, ça va être seulement 3%. Tandis que eux, que ça va être plus de 4 heures, on triple le chiffre et on le monte plutôt à 9,2%. Ensuite, pour l'insatisfaction de sa vie, donc être insatisfait de sa propre vie, pour ceux de moins de 2 heures, encore une fois, c'est 12%, tandis qu'on passe du simple au double à partir du moment que c'est plus de 4 heures par jour, et là, c'est 24% qui se disent insatisfaits de leur vie. La faible estime de soi, ça c'est un peu triste comme chiffre, les enfants qui vont passer moins de 2 heures par jour de loisirs par les écrans, c'est 20% qui ont une faible estime de soi. Un jeune sur 5. Puis 4 heures et plus d'écran par jour, on passe à 35,5%. Quand même. Donc, il y a un petit impact, peut être moins fort que les autres, mais quand même. Tant ceux qui sont en bas de 2 heures par jour, pour les troubles de l'attention, on passe de 8% à plus de 4 heures par jour, 11,5%. Troubles anxieux, on passe de 4,7% pour les moins de 2 heures et plus de 4 heures à 5,8%. Et finalement, les troubles envahissants du développement, là, c'est vraiment une plus petite différence. Puis là, il faut le noter, on parle de 1,5% de ceux qui ont en bas de 2 heures. En haut de 4 heures par jour, on parle de 1,8%, donc une différence de 0,6 seulement. Mais ceux qui ont en 2-4 heures, c'est 1,2%, donc plus bas. Ah! Ouais, fait que là, on peut... Puis, on s'entend que ces chiffres-là, là, c'est pas nécessairement assez pour faire un lien causal. Hein. Ouais, on peut pas faire de cause à effet. Ouais. Ça a été un bel épisode. Je pense que ça va être super pertinent que notre prochain épisode, dans 2 semaines, soit avec plus une spécialiste là, de la cyberdépendance. Ben merci pour ce bel épisode, Sandrine. Merci, Laetitia. Puis le prochain épisode, ça va être juste toi. Et ça me fait bizarre que tu n'étais pas là. Fais plus jamais ça. Donc, on se revoit dans 2 semaines.